Bonjour à tous et bienvenue au webinaire. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Julie Salic de Robert Wolters et nous allons discuter des bureaux avant Covid, pendant Covid et après Covid, du futur des bureaux ensemble et comment Julie, au sein de Robert Wolters, gère cette transition et comment elle voit le futur des bureaux. Donc, Julie, ravi de vous avoir avec nous. Pour commencer, pouvez-vous rapidement vous présenter Robert Wolters pour qu'on se rende compte un peu de la taille de l'entreprise et de l'empreinte humaine et immobilière. Bonjour à tous, ravi d'être là. Merci de m'avoir invité à participer à cette conférence. Robert Wolters dans le monde, aujourd'hui, c'est 3900 personnes sur 31 pays, dont 300 salariés sur la France. Et en France, on a 7 sites, certains en propre, d'autres en bureau équipé. Pour ma part, j'ai rejoint Robert Wolters il y a 16 ans maintenant et je gère aujourd'hui les opérations sur l'Europe et l'Amérique du Sud sur à peu près une vingtaine de bureaux qui représentent 1200 salariés. Donc, c'est assez conséquent et donc il y a à la fois Robert Wolters en tant qu'entreprise, mais vous êtes en tant que cabinet de recrutement exposé aussi à énormément de clients qui, de leur part, travaillent dans des bureaux, sont consommateurs de bureaux. Donc, vous avez une vision à la fois sur l'humain, donc sur les employés, sur les candidats et aussi sur la consommation de vos propres bureaux et de vos clients. Et vous avez fait une étude récemment auprès de 2000 entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez en partager? Alors, par rapport aux enseignements, ce qui est intéressant de noter, puisque tout ça part quand même du principe du Covid, du confinement et du télétravail ou non en entreprise, c'est qu'on a interrogé à peu près 2000 entreprises et que sur ces 2000 entreprises, il y en a plus de 40% d'entre elles qui n'autorisaient pas le télétravail avant Covid. Et qui, post-Covid, 86% d'entre elles prévoient de mettre en place le télétravail. Donc, c'est quand même, voilà, on note un changement notable et une prise de conscience de la part des entreprises du besoin de télétravail pour les salariés. Au sein de Robert Wolters, on a eu la chance d'opérer notre transformation digitale il y a 2 ans, en équipant toutes nos équipes de Surface Pro et en investissant dans tous les outils informatiques que tout le monde a utilisés récemment, les Zoom, les Teams, les webinars, etc., pour maintenir l'activité dans toutes ces conditions. Et ce qu'on note auprès des entreprises avec lesquelles on travaille, c'est que le premier challenge du télétravail, c'est la technologie. Nombre de salariés interrogés dans une autre de nos enquêtes nous disent le télétravail, ce serait super, mais ça va nécessiter un investissement important de la part de notre société parce que aujourd'hui, on n'est pas équipé. Quand même, beaucoup de gens qui ont un poste fixe, beaucoup de gens qui sont dans des métiers pour lesquels on n'avait pas imaginé les faire télétravailler. Ok. Et comment ça s'est passé pendant le confinement? Donc, si on se remet un peu début mars, il y avait les annonces du président. On est confiné. Comment est-ce que vous avez réagi à ce point-là? Nous, on avait prévu une première approche le vendredi 13 mars, je crois, à midi. On s'était dit, bon, ça sent, il va falloir qu'on s'organise. Donc, on a annoncé à midi qu'on coupait les équipes en 2, qu'on mettait en place une alternance à partir du lundi. Puis le dimanche soir, on a dit, en fait, il n'y a plus d'alternance. Vous venez demain. Pour ceux qui n'ont pas leur équipement, vous venez récupérer votre équipement. Et puis, vous restez chez vous jusqu'à nouvel ordre. On a une partie des salariés qui avaient déjà leur Surface Pro, qui avaient leur téléphone portable, donc qui ne sont pas revenus le lundi en question. Les autres ont récupéré les équipements. Principalement, alors on était 3 à être partis avec notre écran sous le bras en se disant si ça dure, s'il faut qu'on commence sur certains métiers, c'est quand même compliqué de faire tout sur un petit écran de surface. Donc, notamment moi, je suis partie avec mon écran sous le bras le lundi, mais ça s'est fait de manière très fluide en fait. L'autre challenge, c'était on a quand même si tous les collaborateurs ont un portable, c'était aussi les lignes fixes. On a opéré le transfert de toutes les lignes fixes vers les lignes de portable, ce qui fait qu'il y a eu une continuité de l'activité quasi instantanée, et ça pour l'ensemble de nos bureaux à travers le monde. Chacun à nos dates, on a pris nos clics et nos claques, pour ainsi dire, et on est parti travailler à la maison.
Et ça n'a pas changé notre niveau de service, notre disponibilité pour nos candidats ou nos clients. Ok, super. Donc, vous considérez, vous avez réussi cette crise ou cette situation très particulière, malgré tout? On a réussi à maintenir l'activité. Il n'y a aucun bureau dans le monde où on se soit retrouvé avec une situation à se dire OK, là, il faut qu'on trouve de l'équipement, il faut qu'on fournisse des lignes Internet parce que nos collaborateurs n'ont pas Internet chez eux. Aujourd'hui, la clé, c'est la technologie. Avec votre portable, vous faites du partage de connexion. On a eu des collaborateurs qui nous ont dit problème, j'ai pas de box parce que d'habitude je suis au bureau toute la journée, j'ai le portable le soir, ça me suffit. Et ces gens-là, soit on a fait parvenir des clés 3G, soit on a fait du partage de connexion avec les portables, et on a réussi. Il y a aucun bureau et aucun collaborateur qui soit retrouvé dans l'incapacité de travailler plus de 24 heures. Ok, donc vous étiez plutôt bien préparés. Et comment ça se passe aujourd'hui? Vous êtes tous de retour au bureau? Alors aujourd'hui, oui, depuis lundi, on est tous de retour au bureau. On avait d'abord respecté les 4 mètres carrés de distanciation à partir du 11 mai. Donc là, à ce moment-là, on avait organisé une certaine rotation et on avait fait revenir en priorité les fonctions front parce que c'est quand même clé, même si ça fonctionne en remote. Le présentiel est clé. Il y a un vrai lien social qui se crée au sein de la société et les gens avaient à cœur de revenir. Donc, on a mis en priorité le front. Et depuis lundi, on a permis à tous les collaborateurs de venir, mais nous maintenons, pour participer quand même à l'effort collectif de limitation du virus, une journée de télétravail par semaine pour ceux qui le souhaitent. Ok, et les gens le font? Alors, les gens le font, oui, je dirais on doit avoir, je pense qu'il y a 70% des salariés qui utilisent cette journée de télétravail. Ok. Et est-ce que vous avez une idée déjà de ce que vous allez faire avec vos bureaux? Est-ce que vous avez réfléchi à changer l'aménagement, transformer vos bureaux avec des nouveaux usages? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas trop favorable à la réaction dans l'urgence. Aujourd'hui, on a des bureaux qui fonctionnent, Covid ou non Covid, dans la mesure où on travaille beaucoup sur des espaces ouverts. Ce qu'on a fait, c'est limiter l'usage de certains bureaux s'ils étaient trop proches les uns des autres. Mais hormis ça, dans un open space, il est plus facile de déplacer le mobilier, de réaménager pour permettre d'accueillir tout le monde dans les conditions qui nous sont imposées aujourd'hui. Les espaces cloisonnés, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a forcément limité le capacitaire des salles et condamné tout ce qui est salle aveugle sans rafraîchissement d'air. À l'avenir, je pense que un des enseignements, c'est qu'on est sur un modèle où l'espace se divise en salle d'entretien open space. Aujourd'hui, un consultant qui veut avoir une conversation confidentielle avec un client ou qui doit discuter avec un candidat, il est dans l'open space. Ou bien, il va prendre une salle d'entretien qui fait en moyenne 10 mètres carrés. Et soyons honnêtes, 10 mètres carrés pour un coup de fil ou un rendez-vous Skype, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, je pense qu'il y a une optimisation des espaces par le fait d'amener des aménagements différents, du type des phone box, du type des espaces qui soient plus appropriés en fonction des besoins des collaborateurs. Ma vision, c'est qu'à l'avenir, avec l'expansion du télétravail, on ne va pas juste venir pour se dire « j'arrive à mon bureau le matin, je repars de mon bureau le soir ». Ok. Et comment vous pensez qu'est-ce que vous pensez du desk sharing? Donc là, vous avez potentiellement aussi trop de tables au bureau. Oui, on a trop de tables si on part du principe que on a du télétravail et qu'effectivement, potentiellement, j'ai 10% d'effectifs en moins dans la journée. Donc, c'est vrai qu'on a trop de tables. Je suis convaincue que le desk sharing, ça peut marcher. Alors, pourquoi je souris? C'est parce que c'est pas naturel et c'est pas naturel quelles que soient les générations. Le principal challenge quand on est revenu au bureau le 11 mai et qu'on a dit il y a un tiers de bureaux en moins, mais vous pouvez vous installer, vous reprenez les affaires le soir, vous revenez le lendemain, c'est que le lendemain, tout le monde veut se rasseoir au même desk que celui de la veille. Je pense qu'il faut des organisations qui soient par espace. Nous, on fonctionne beaucoup par business unit, c'est-à-dire qu'on a une activité immobilier-construction. Bien entendu que les 15 personnes qui composent cette équipe, elles doivent être ensemble. Mais ce qui est compliqué de leur faire passer, c'est qu'on n'a pas besoin d'être ensemble et à son desk. Or, je pense que demain, c'est assez clé de se dire, j'ai mon espace qui correspond à mon équipe, je sais que j'aurai 18 postes de travail ou 25 postes de travail si mon équipe fait 25, mais c'est pas des bureaux.
c'est sur 25 personnes, c'est peut-être 15 bureaux et il y a 10 espaces de travail qui seront quand même des bonnes conditions de travail, mais qui seront différents, qui seront sous format de tableau, d'assises différentes, mais de moduler les espaces pour les rendre aussi plus attractifs et avec un plus grand échange entre les gens. Et ce que je trouve intéressant, vous dites, la perception n'est pas la même entre les différentes générations. Oui. Et alors on a pour être plus clair, on a 3 marques au sein de Robert Walters, on a 3 activités principales. L'intérim sous Walters People, le recrutement avec Robert Walters, et au sein de Robert Walters, on a une activité management de transition qui s'adresse au placement de cadres expérimentés et sur lesquels l'âge de nos consultants est plus élevé que chez Walters People. C'est pas forcément les plus jeunes qui sont les plus flexibles, qui sont le plus à même à accepter tout d'un coup de plus laisser des bannettes sur le bureau, de plus avoir de questions individuelles sur son bureau. À l'inverse, finalement, les plus seniors nous disent non, moi c'est bon, enfin de toute façon j'ai réussi à travailler de chez moi, donc arrivé ici, j'ai pas forcément besoin de récupérer mon desk, d'avoir mon écran, etc. Mais autant il y a un besoin d'avoir son espace, de retrouver son équipe, de retrouver les gens avec lesquels on travaille. Le collectif est très important chez nous. Donc, c'est ça qui est la clé. Après, avec un peu de change management, je pense qu'on arrivera, et de toute façon, c'est là vers lesquels on va tous tendre en tant qu'entreprise, c'est de créer des espaces où ils seront contents de se retrouver et ils seront contents de travailler ensemble. Nous avons vu en fait la même chose. On a fait plusieurs enquêtes et on a vu qu'il y avait 80% des gens enquêtés qui disaient qu'ils sont prêts à passer au desk sharing si ils peuvent faire du télétravail. En revanche, et je pense que sur le point que vous pointez, ça demande quand même une adaptation. Ça demande pas mal de changements au sein de l'entreprise, au sein de la culture, au sein de chacun, parce qu'il faut avoir des tables qui sont propres. Quand on parle le soir, on ne peut pas installer la photo des enfants. Et finalement, nous on a vécu aussi avec des clients. De temps en temps, il faut gérer ce process de passer j'ai ma table, j'ai mon bureau qui fixe au module ou modèle un peu plus flexible, donc qui permet d'optimiser des espaces et qui permet aussi de donner, ce que vous dites, plus de modularité, plus de variété dans l'aménagement qui permet de vraiment bien effectuer des tâches qu'on cherche à faire. Donc, une petite salle quand on doit faire un call ou une courbe quand on doit avoir un échange informel. Donc, il y a beaucoup d'opportunités là-dedans, mais il faut gérer ce process. Voilà, et puis ça doit s'adapter, tout comme le sujet plus global du télétravail, c'est qu'il n'y a pas une réponse unique ou un modèle unique. Chaque entreprise a ses problématiques, chaque collaborateur a dans ses tâches des particularités qui veulent qu'il peut travailler d'une certaine manière ou d'une autre. Et c'est dans cela que je dis que ça doit être un mélange de différents espaces parce que on peut pas gérer une équipe RH de la même manière qu'on s'occupe de l'équipe comptabilité ou d'un desk de commerciaux. Les besoins ne sont pas les mêmes, à la fois en termes de méthode de travail, d'aménagement et d'organisation plus générale. Ça doit aussi passer par une étude des besoins de chacun et des attentes des collaborateurs. Aujourd'hui, toutes les études qu'on a pu mener auprès de nos candidats nous disent qu'il y a moins de 20% des candidats interrogés qui accepteraient d'être en 100% télétravail. Donc, des entreprises qu'on entend aujourd'hui dire super, la panacée, ça va être on va mettre tout le monde en télétravail. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'aspirent pas à ce modèle-là, qui aspirent à une flexibilité. Et cette flexibilité, c'est du télétravail, c'est des aménagements des horaires pour correspondre à éviter les heures de pointe dans les transports, ce genre de choses, et aussi l'aménagement et l'organisation du travail. Et justement, vous parlez un peu des réactions des entreprises et de mesurer, équilibrer un peu aussi la situation, le contexte. Donc là, on est en plein de déconfinement. Les gens retournent au bureau. Il y en a encore beaucoup qui sont à la maison ou en télétravail. Si je comprends bien, vous dites, il faut voir
ce que ça donne. Donc, le télétravail, c'est pas juste un phénomène à court terme, donc ça va s'inscrire, mais ça va évoluer l'utilisation, si je comprends bien. Voilà, pour moi, ça va s'inscrire dans la durée. Le mouvement va s'accélérer parce que dans certains pays, on est plus ou moins en avance par rapport au télétravail. Et je dirais, ça va s'adapter en fonction des réalités de chaque entreprise. C'est forcément plus facile dans une entreprise de service que dans une usine où ce genre de problématique. Et après, il faut analyser aussi les frustrations qu'ont eues les gens pendant cette période de télétravail. Nous, on note quand même que la première frustration des cadres, c'est la perte du lien social. La perte du lien social et une capacité ou une incapacité pour certains à déconnecter. Parce que vous commencez votre journée plus tôt que d'habitude parce que vous n'avez pas pris les transports, donc c'est génial. Du coup, je peux être connectée à 8h30. Et puis, je parlais à quelqu'un ce matin qui me disait j'avais des scrupules à prendre une pause, alors que d'habitude, quand je suis au bureau, ça ne me pose pas de problème d'aller fumer une cigarette ou d'aller prendre un café avec quelqu'un. Et du coup, on a des gens qui ont eu du mal à gérer, de savoir se dire ça y est, c'est fini. En fait, j'ai fini ma journée. D'habitude, je serais partie du bureau, donc il faut que je déconnecte mon ordinateur. Et la troisième difficulté, c'est le management. Aussi, avant qu'on rentre dans le management, en fait, on fait un sondage en ligne, là, live pendant le webinaire. Et je vais juste partager 2 chiffres. Donc, on a posé la question une fois l'épisode COVID-19 derrière nous. Pensez-vous que le télétravail va intensifier au sein de votre entreprise? Il y a 80% des gens qui disent oui. Il y a également 80% des gens qui pensent que c'est un changement de fond. Donc, c'est pas juste un phénomène de crise. Donc, vous parlez un peu du management. Là, Franck, pour vous donner une petite idée, aux Pays-Bas, chez Robert Walters, le télétravail est totalement open depuis 4 ans. 5% des salariés utilisent leur droit au télétravail. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils aiment être au bureau. Parce que la clé, c'est aussi que, alors aujourd'hui, on se dit, c'était bien, je suis efficace chez moi. Oui, je suis efficace chez moi pour une partie de ma fonction. Mais l'autre clé, c'est qu'on aime bien être au bureau. Parce que il y a des aménagements agréables, parce que je retrouve mes équipes, parce que j'ai un cadre, et en fait, ce qu'ils aiment, c'est le droit à. Et je pense que c'est ce que recherchent les salariés aujourd'hui, c'est se dire, mon entreprise est moderne, j'ai le droit au télétravail. Donc, si demain, ça me prend, parce que ce mois-ci, j'ai besoin d'être une journée chez moi par semaine pour X ou Y raison et que je vais travailler de chez moi, j'ai le droit et je vais pouvoir le prendre sans avoir à faire une demande particulière, sans avoir à me justifier. Et c'est ce droit à la flexibilité auquel auquel tout le monde aspire. Je pense que vous avez tout à fait raison. Et nous, on le voit aussi, donc à travers des enquêtes où là, ce qu'on a vu, quand on demande des employés et aussi des managers, en fait, on voit qu'il y a 80%, je pense, des gens qui disent 2 jours par semaine, c'est l'idéal. Donc, des 2 côtés, dirigeants, managers et aussi des employés. J'ai eu la discussion tout à l'heure avec notre directeur marketing, qui est un grand fan du télétravail, qui habite pas tout à fait à côté du bureau. Et je trouve que pendant ce moment-là, même aujourd'hui, en fait, notre métier est en train de changer beaucoup. Ce que nous faisons, la société est en train de changer, tout le contexte est en train de basculer. Et ce que je vois quand on vient au bureau, en fait, on crée des idées, on crée des échanges, et ça se fait de manière beaucoup plus facile que prendre un téléphone, se mettre sur un Zoom, ce que vous voulez. Et il y a des itérations beaucoup plus rapides, beaucoup plus faciles. Après, c'est pas le cas pour tout le monde, pour toutes les sociétés et pour tous les métiers. Mais je trouve que dans notre métier, là, aujourd'hui, ça me manque. Ça me manque cet échange. Je pense qu'on perd un peu en vitesse si on dirait que tout le monde serait en télétravail tout le temps ou une très importante partie du temps. Et effectivement, c'est avec le lien social, en fait, on crée aussi cette énergie, la dynamique. C'est là où on crée finalement, et ça se fait de manière complètement différente quand on est ensemble.
Donc, je rejoins absolument ce que vous dites. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites, en fait, souvent, c'est que, oui, on a la possibilité de le faire et c'est ça qu'on cherche. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur moyen et c'est ce qu'il faut faire, mais juste savoir que je peux. En fait, c'est ça qui remplit, en fait, un des arguments qu'on a vu dans nos enquêtes. En fait, ce que les gens appréciaient pendant le télétravail, c'était avoir moins de transport, donc plus de temps, plus de possibilités de se focaliser sur certains travaux. Or, je pense que ça, si on réaménage un peu les bureaux, on peut le faire, même au bureau. Et le troisième, c'est l'autonomie. C'est un peu, je peux m'organiser mieux. Et si je sais que je peux, en fait, ce critère est rempli sans forcément que je vais l'utiliser en restant à la maison. Oui, c'est le cas aussi de ce qui ressort de notre étude, c'est que il y a 80% des candidats qu'on a interrogés qui nous disent, ce que j'espère, c'est qu'en fait, mon management va comprendre que je peux avoir plus d'autonomie et plus de flexibilité, et c'est pas parce que je suis là de 9h à 18h30 au bureau que je vais mieux travailler que si j'avais fait 10h, 16h, mais que je m'étais isolée pendant 2 heures, que je m'étais organisée différemment. Et ils espèrent se rendre compte, parce qu'il y a des entreprises et dans les clients qu'on a interrogés qui ont répondu qu'effectivement, en termes de productivité, ils n'avaient pas vu de changement. Il y a, je crois, 40% des entreprises qu'on a interrogées qui ont dit que leurs salariés étaient restés avec le même niveau de productivité. Et c'est donc les candidats espèrent que ça va montrer que finalement, ils peuvent être autonomes et qu'il y a moins besoin d'un management au quotidien. Mais après, c'est à mesurer aussi avec le type de métier, le type de population, etc. Parlons un peu de votre métier. Nous avons posé la question à notre simple. Est-ce que vous avez un avis positif sur l'entreprise qui propose du télétravail? Et 85% des gens disaient oui. Donc, pendant une décision, ou quand ils prennent une décision de recrutement. Comment ça se passe, les recrutements à distance, le télétravail? Comment fonctionne le onboarding? On dit onboarding, mais l'intégration d'un nouveau collaborateur, on en parle beaucoup, et je pense que c'est une des tâches qui est difficile à faire si on est à la maison. Oui. C'est ça. Je pense que c'est compliqué. C'est pas infaisable. Donc l'onboarding se fait au travers de notre université interne. Donc dans un cadre standard, le collaborateur intègre la société pendant 3 mois. Il a toute une partie de formation qui se fait encadrée par des consultants, des managers. Il est accompagné en entretien client, en entretien candidat. C'est clé d'avoir quelqu'un à côté de soi, notamment parce qu'il faut quand même savoir, et je ne sais pas si vous le savez, mais nous, 90% de nos consultants sont des professionnels des métiers pour lesquels donc, quand ils intègrent Robert Walters, le recrutement, ils en ont une vague idée. Donc, il faut les accompagner aussi bien de la prospection commerciale jusqu'au déroulé de l'entretien candidat. Et il est certain que c'est forcément plus compliqué d'être accompagné à un entretien candidat quand on est en Zoom ou une prospection commerciale quand on est en Teams ou ce genre de situation. Maintenant, on va tous être amenés, quelles que soient les entreprises, à devoir réfléchir à cette problématique-là. Et quelque part, nous, on l'a fait, on a quelques exemples d'onboarding qu'on a fait. C'était l'exemple de Dublin qui a intégré quelqu'un le 13 mars à 9h et à midi, on lui disait, il faut repartir chez toi parce que le gouvernement a décidé le lockdown. Et donc, elle a fait tout son onboarding virtuel. Elle est revenue au bureau. Donc, c'est quelque part un onboarding en deux temps, en fait. Elle a eu toute la partie formation théorique. Elle s'est débrouillée quand même avec les moyens, avec les technologies pour faire ses entretiens, faire de la prospection commerciale. Et aujourd'hui, elle a quand même un nouveau souffle avec le retour au bureau. Mais on va tous être amenés à devoir réfléchir à comment est-ce qu'on fait un mix potentiellement des deux. Et l'université dont vous parlez, donc c'est une université qui est virtuelle ou Non, jusqu'à présent, elle est face-to-face. Elle est face-to-face et au bout à la fin de leur intégration, à la fin de l'onboarding, en prime, nous réunissons tous les collaborateurs de l'Europe qui étaient sur cette même période d'onboarding et qui se retrouvent une journée dans une des villes d'Europe qu'on sélectionne pour la validation définitive de leur onboarding. Ok, intéressant. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tous ceux qui ont bénéficié de l'onboarding virtuel, on va réussir quand même à les faire venir dans un de nos bureaux
quand le contexte le permettra. Ok, super. Et comment ça se passe avec vos clients? Parce que vous accompagnez des clients pour trouver des talents, mais après, la mission est véritablement réussie si les recrues, en fait, ils restent dans l'entreprise, ils réussissent leur onboarding, leur intégration. Comment ça se passe dans ce contexte actuel? Je sais, en fait, c'est pas tant. Je dirais que la difficulté a plutôt été dans le contexte actuel pour nos entreprises clientes à se poser la question de comment faire le recrutement. Parce que aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, un recrutement c'est face à face. On rencontre le candidat dans nos locaux, on le présente au client qui le rencontre dans ses locaux. Et je dirais que la première problématique, ça a été donc en fait tout ça, Robert Walters, vous allez le faire en virtuel. Moi, je vais le faire en virtuel et donc je vais intégrer des gens sans les avoir rencontrés. Et je pense que c'est là où on a vu une certaine agilité de la part de nos clients et on a pas mal d'entreprises qui ont continué à recruter, qui ont fait des recrutements sans rencontrer physiquement les gens. D'autres entreprises, et j'aime bien citer cet exemple d'un client qui nous a dit ok, c'est bon, il a fait tous les entretiens virtuels, il dit mais ça m'embête, j'ai besoin d'un contact. Et qui était en confinement et qui est allé marcher sur les quais de Seine avec le candidat pendant 1 heure. Parce que voilà, il a fallu être un peu créatif. Et c'est tout l'enseignement à prendre de toute cette période et de cette situation, c'est l'agilité et la flexibilité qu'on va tous en ressortir. Okay. Et je pense que tous nos clients aujourd'hui réfléchissent à cet onboarding, à comment est-ce qu'on garantit un onboarding quand on est obligé de le faire en 100% virtuel. Et donc, comment est-ce que vous allez faire avec vos bureaux? Vous les déplacez au quai de Seine? Vous réduisez les surfaces, vous les approchez des clients, qu'est-ce que vous allez faire? Nous, il est clé. Alors, sur nos 2 marques, les problématiques ne sont pas forcément les mêmes. Pour notre marque Walters People, sur l'intérim, on a c'est extrêmement important d'être très près du candidat parce qu'un candidat intérimaire, il peut avoir plusieurs propositions et puis il faut qu'il soit disponible et démarrer le lendemain potentiellement. Donc, c'est clé d'être sur les grands axes de transport en commun parce qu'on compte toujours sur les transports en commun pour l'instant. Donc, ça ne changera pas. On a un besoin de proximité par rapport à nos clients et nos candidats. Quant à vous dire qu'est-ce qu'on fera de nos surfaces, bien entendu, comme tout le monde, je ne vais pas prendre 50% de surface en plus sous le principe que j'ai un modèle et que je vais garder mon modèle. L'idée, c'est de faire évoluer notre modèle. Donc, on aura peut-être un peu moins de surface à l'avenir pour avoir des surfaces qui s'utilisent différemment. Et différemment dans le sens où vous allez faire quand même des entretiens, vous avez des collaborateurs. Voilà. Il y aura de toute façon, notre ADN, c'est de rencontrer les candidats face-to-face. Donc, on espère bien que rapidement, nos candidats pourront récupérer cette mobilité et revenir en entretien chez nous. On fait des entretiens déjà physiques dans nos locaux depuis le 11 mai parce qu'on est capable, et même des entretiens clients-candidats, parce qu'on a quand même beaucoup de clients qui ont des locaux qui sont fermés, qui n'ont pas le droit de recevoir du public. Donc aujourd'hui, on les accueille pour qu'ils rencontrent les candidats. Et notre marque de fabrique, c'est de rencontrer tous les candidats qu'on présente à nos clients physiquement. Donc, c'est notre modèle et on compte bien que ça perdure. En revanche, c'est effectivement peut-être d'être plus modulable dans les espaces et dans les conditions dans lesquelles on va les rencontrer. Et je vous dis ça, c'est aussi, je vois des modèles allemands ou aux États-Unis par exemple, où potentiellement on va louer un bureau pendant une journée pour aller, notamment je cite Los Angeles parce qu'ils ont des problèmes de trafic énormes et que le candidat ne va pas faire 1h30 de bouchon pour venir passer un entretien. Donc on va louer et on loue régulièrement des bureaux à la journée pour aller justement vers nos candidats ou nos clients et les rencontrer pendant toute cette journée. Donc on a ce besoin aussi d'avoir différents types de locaux et de solutions mobilières. Ok, très intéressant. Et juste une dernière question. Est-ce que, peut-être anecdotique, est-ce que vous voyez dans les entretiens, vous ne les faites pas personnellement, mais est-ce que vous voyez que le télétravail, ça joue un rôle dans les entretiens, que les candidats posent des questions, les entreprises posent des questions, vous faites du télétravail, combien vous êtes… Alors, en fait, ce qu'on remarque, c'est que maintenant, les candidats envisagent le télétravail comme un acquis et non plus comme une base de négociation ou de développement. Ils ne posent pas forcément la question parce qu'on a presque l'impression que c'est devenu
on ne peut pas imaginer qu'une entreprise ne propose pas du télétravail. Alors, bien entendu, ça marche plus quand vous postulez pour un poste sur des sociétés de services. En industrie, c'est un peu différent. Mais de manière générale, en fait, nos candidats ne nous posent pas forcément plus la question parce qu'ils ont l'impression que c'est acquis. OK. Et est-ce qu'il y a des différences entre, parce que vous parlez du métier d'intérimaire et aussi du métier de permanent. Il y a des différences là entre les deux aspects? Non, pas forcément. Sur ce point-là, pas forcément. Tout comme sur l'histoire de la localisation, qui a toujours été un point clé depuis maintenant quelques années, on voit une vraie tendance à être. La localisation est un point important pour les candidats, que ce soit les intérimaires ou sur des postes en permanent. OK. Peut-être à la fin, est-ce que vous avez un conseil à donner aux entreprises, aux entrepreneurs, aux dirigeants qui nous regardent aujourd'hui? Alors, un conseil, c'est peut-être un peu présomptueux, mais je pense que la clé demain, c'est de réussir à trouver le bon mix télétravail et présence sur site. Et de s'interroger sur comment est-ce qu'on met ça en place en faisant les investissements nécessaires. Et ça, je pense que ça a un coût. Ça a un coût technologique. Ça a un coût aussi parce que on parle réaménagement de bureau, on réduit les surfaces, mais le mobilier de bureau a un coût. La phone box, le canapé, les tables hautes, les espaces collaboratifs, etc. Tout ça, c'est un investissement pour les entreprises, mais c'est un investissement qui sera clé dans les raisons pour lesquelles les collaborateurs préféreront venir au bureau que de faire du télétravail. Et parce que je pense que c'est le début d'un mouvement où on va se rendre compte et les collaborateurs vont avoir envie d'un espace où ils sont bien toute la journée et où ils n'ont pas simplement de se dire de toute façon, travailler, c'est ça, c'est aller au bureau, m'installer un desk à 9h et en repartir à 18h30. Je suis complètement d'accord. Je pense que en fait, on peut plus les forcer les salariés, donc il faut les attirer. Et ça devient très important de pouvoir proposer des lieux qui sont inspirants, où on se sent bien. Le bien-être joue un rôle de plus en plus important. À la fin, donc si on a reçu quelques questions, peut-être une question. Avez-vous des éléments sur la répartition du télétravail à domicile et du télétravail en tiers-lieu? Donc, on parle beaucoup de télétravail et on réfléchit à la maison, mais effectivement, il y a aussi la notion de travail en tiers-lieu, anywhere. Est-ce que vous avez des pensées par rapport à ça? Alors, nous concernant, je dirais que, à part, je pense que le cas du confinement est un peu exceptionnel, où on a vu, je pense, la moitié peut-être de nos salariés sur la France se confiner en région, par exemple. Mais de manière générale, maintenant que les locaux sont rouverts, les personnes télétravaillent chez elles, de manière générale. Après, j'entends effectivement beaucoup de gens, notamment dans mon entourage et sur d'autres secteurs, dire en fait maintenant j'ai le droit à 2 jours de télétravail, donc je vais faire jeudi, vendredi, et puis peut-être qu'on va se poser la question. J'ai croisé des gens qui m'ont dit en fait on va quitter Paris. On va quitter Paris parce qu'en fait, maintenant, je peux faire du télétravail à raison de 2 jours par semaine. L'activité de mon mari peut se faire de n'importe où. Donc, je vais venir à Paris du lundi au jeudi. Et puis, vendredi et lundi, je travaillerai chez moi. En région, pas forcément sur Paris. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se généraliser ou comme le disait la personne de DY la dernière fois que vous avez fait la conférence, c'est est-ce qu'il y aura à l'avenir des espaces de coworking dans lesquels les entreprises diront à leurs collaborateurs, si vous voulez télétravailler dans un cadre professionnel, parce qu'aujourd'hui, on parle du télétravail, mais quand même 30% des candidats qu'on a interrogés qui travaillent dans leur cuisine. Je ne suis pas sûre qu'on a très envie de travailler dans sa cuisine 2 jours par semaine toute l'année. Donc, il y aura peut-être aussi une réflexion sur cet aspect-là du télétravail. Et on a encore reçu d'autres questions. Pensez-vous à de nouveaux services en entreprise et à distance pour mieux accompagner vos équipes? Alors, dans les nouveaux services en entreprise, un peu liés
au Covid, c'est les transports en commun et le fait qu'il faut proposer des alternatives à nos collaborateurs pour venir au bureau. Et nous, on a typiquement décidé de rembourser les abonnements de vélos électriques ou de trottinettes électriques sur le même modèle que ce qu'on faisait sur les transports en commun. On est en train de réfléchir à des solutions pour justement stationner tous ces engins-là, parce qu'aujourd'hui, c'est pas prévu dans notre immeuble. Et je pense que avoir une réflexion sur comment permettre aux collaborateurs qui vont venir sur site de ne pas avoir à prendre les transports en commun, pas que pour une histoire de virus, mais plus généralement parce que il y a beaucoup de gens qui préfèrent cette solution et qu'aujourd'hui, il y a un maximum de solutions qui peuvent être envisagées. Après, pour mieux travailler à distance, là, je pense que il y a d'une part l'outil informatique et d'autre part, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup et je pense que c'est un sujet qui finira par venir, surtout dans un modèle français très réglementé. Il y a un moment ou un autre où on va entendre les salariés dire c'est bien gentil le télétravail, mais moi, j'ai pas de bureau, j'ai pas de chaise de travail. Et donc, le cadre de travail qu'on est capable d'offrir à nos collaborateurs chez eux va être un sujet croissant, je pense. La première remarque que m'a fait quelqu'un quand on est revenu au bureau le 11 mai, elle s'est assise sur sa chaise et elle m'a dit « Ah, ce qu'on est bien, le grand écran et le siège de travail. » Parce qu'on a tous, on a tous travaillé comme on pouvait, dans des conditions plus ou moins optimales, et il y aura forcément une réflexion sur ce sujet-là. Voilà. Merci, Julie. Merci à vous. Toutes ces réflexions, c'était très, très intéressant. Et moi, j'espère à bientôt. J'espère que ça a plu à tous les gens qui nous ont écoutés. Et on va rester en contact et voir comment ça évolue. Au sein de Robert. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.